et Paris de ces années-là, mais c'est son travail sur Ernst Bloch, bien sûr, parce que là, en plus, il se retrouve dans ce numéro que nous appelions Allemagne en esquisse, dans la revue Change, qui en était le numéro 30, le numéro 37, en mars 79. Il y a d'ailleurs une erreur sur la date, là, il est écrit mars 78, mais c'est mars 79. Eh bien, ces années 79, c'était donc 10 ans avant quoi? Avant 89, avant le bicentenaire. Et ce bicentenaire qui a été fêté par un événement extraordinaire. Le mur a choisi de tomber pour fêter le bicentenaire. À tel point que j'ai entendu une conversation entre un président de la République française et son ministre des Affaires étrangères qui disaient entre eux: est-ce que ça aurait un rapport avec le bicentenaire? Après tout, peut-être que oui. Bon, on n'a jamais su. Il n'y a pas eu de réponse de l'histoire à cette question. Mais en tout cas, 10 ans avant le bicentenaire, nous étions dans l'Allemagne en esquisse avec Arnaud, avec Rudi Dutschke, avec son maître, son sujet, son domaine de travail, Ernst Bloch. Et puis, il se trouve que Enzensberger nous donnait un texte, un poème sur l'inventeur de la guillotine. Ça, c'est un autre sujet. Un poème très ironique sur ce personnage qui a inventé la guillotine par bonté d'âme et par humanité, et qui a failli d'ailleurs en faire usage après. On va en tout cas en être l'objet. Il y a aussi Silverberg qui est là-haut, mais Silverberg, c'est à lui seul tout un autre sujet. Son Hitler, un film Aus Deutschland, c'est un autre sujet de débat que nous n'allons pas pouvoir aborder, mais qui est quand même connexe. Alors, voilà, Arnaud Münster sur Ernst Bloch, il a vraiment mis le doigt sur les problèmes clés de cette époque-là, qui sont tout de même les nôtres, qui ne sont plus des problèmes de terrain historique. Ce ne sont plus des problèmes qui concernent la carte de l'Europe, les barbelés qui se trouvent ici ou là, les murs de parpaing, très fragiles d'ailleurs, de très mauvaise qualité, qui ont été tracés comme ça. Il y a maintenant des murs partout, en Europe et dans le monde. Pas en Europe, je veux dire en Asie et en Amérique. Des murs tragiques également. Et voilà, ce thème d'Ernst Bloch, c'est celui d'Arnaud Münster dans sa propre vie philosophique, parce que lui-même est un disciple. Bon, il n'a pas été un compagnon de Stirner, ni de Nietzsche. En revanche, c'est lui qui a amené à l'Université européenne de la recherche, rue Descartes, dans l'enceinte de l'école polytechnique, ce colloque sur Ernst Bloch, qui a été inaugural pour nous, et où était présente Madame Ernst Bloch elle-même. Donc, c'est la grande personnalité, témoin aussi de toutes les contradictions de l'époque, parce qu'elle était, elle, membre du SED, ce que rappelle avec beaucoup de finesse et de respect Arnaud, parce qu'elle en a souffert toutes les péripéties, toutes les absurdités, toutes les tortures de l'esprit. Voilà donc que Bloch, nous dit Arnaud Münster, a dû payer cher sa fidélité à un marxisme non dogmatique qui s'enrichisse de ses racines utopiques. Voilà donc la singularité d'Ernst Bloch, c'est que le socialisme utopique que Engels rangeait un petit peu dans la marge, du socialisme scientifique, eh bien, voilà qui devient richesse et aussi contrepoison. Mais j'ajouterais moi-même que ce contrepoison et cette richesse et cette naïveté aussi, cette naïveté fraîche, cette fraîcheur, elle était toujours entre les deux amis du socialisme scientifique. Parce que j'ai fait une découverte jadis.
que je vous confie en très peu de mots, c'est l'utopisme extraordinaire du couple Marx-Engels quand ils découvrent l'Irlande. Je crois qu'on connaît assez peu, et pas assez, le volume entier de travaux sur l'Irlande signé Marx-Engels et publié aux éditions étrangères à Moscou, au tome je ne sais plus combien, 39 ou 90, et que j'ai acheté en Irlande de l'Ouest dans une petite librairie où les autres livres à vendre étaient en général des missels ou des traités de piété, de premier communion. Voilà, il y avait un traité emprunté à la œuvre complète Marx-Engels, à la grande méga Gesamtwerke concernant l'Irlande. Un livre d'environ 380 pages. Parce que quand Engels a vu mourir sa bien-aimée Mary, qui était une petite ouvrière de Manchester, il est tombé amoureux de la sœur, Lizzie, qui était aussi une petite Irlandaise ouvrière de Manchester, mais qui, elle, était une patriote irlandaise, et qui a dit à Engels, d'accord, oui, je veux bien être votre égérie, mais d'abord, je vous emmène à Dublin. Donc vous verrez un petit peu de près ce que c'est que l'impérialisme anglais dont vous l'osez quelquefois. Et là, Engels découvre la battery, c'est-à-dire les canons braqués sur la ville. À peu près comme les canons du général Massu, du général de Gaulle, la procuration, étaient braqués sur Alger, du haut de la Casbah. C'était ça, l'Irlande. Et alors, Engels a réussi à convaincre Marx du fait que c'est l'Irlande qui sera le berceau de la révolution mondiale, puisque c'est la population la plus exploitée de l'impérialisme anglais, qui est l'impérialisme majeur et le bastion de la révolution industrielle. Par conséquent, c'est là que la révolution va avoir lieu. Et donc, il faut commencer le travail là. Et nous allons faire ensemble une histoire de l'Irlande, en commençant à l'an 1000. Pas à l'an 0 tout de même. Et voilà que commence l'histoire des rois irlandais à l'an 1000, signé Marx Engels, en français dans le texte, bizarrement. Pourquoi ils décident de faire ça en français? Il faudrait leur demander par procuration. Mais c'est une chose extraordinaire que tout à coup, ce grand dessin irlandais s'est trouvé interrompu par les travaux de Bismarck du côté du Rhin, et la guerre qu'il a su très bien ménager et provoquer du côté d'un personnage qui s'appelait Napoléon III. Et en produisant un petit texte que seul Liebknecht, le père, sera déchiffré 20 ans plus tard en disant mais cette dépêche d'Ems, c'est une dépêche truquée, et c'est en ayant erdichtet, en ayant augmenté, épaissi un peu le texte, que le chancelier de fer et de sang, le Blut und Eisen, le chancelier Bismarck, a réussi à constituer comme un empire de papier, un Reich de papier, fait avec le papier d'une dépêche. Voilà. Eh bien, tout cela nous montre aussi cette fraîcheur utopique qui habitait nos deux amis, nos deux compagnons du marxisme scientifique. Ce qui fait que quand Bloch va chercher cet enrichissement par les racines utopiques que Arnaud tend à approcher, à décrire de plus près, eh bien, il n'est pas un déviant, contrairement à ce que diront les inquisiteurs du Kremlin, ou d'ailleurs, il est dans la droite ferveur du travail des deux compagnons.